Rosemary Ackermann, 2 mètres en hauteur. Le Français Daniel Morellon, malchanceux, est éliminé du championnat du monde de vitesse sur piste. Monsieur Jacques Chirac à Périgueux, il faut une relance économique sélective. Monsieur Raymond Barre à Toulouse, nous construirons avec l'Allemagne un avion commercial civil. Invité du journal ce soir, Monsieur François Mitterrand. Bonsoir. 2 événements sportifs pour commencer ce journal, résumés en 2 mots, grandeur et décadence. Grandeur pour l'exploit de l'Allemande de l'Est Rosemary Ackermann, la première femme au monde qui a réussi à franchir 2 mètres en son hauteur hier soir à Berlin-Ouest. Pour essayer d'imaginer ce que cela représente, mademoiselle Ackermann mesure 1,75 m, c'est-à-dire à peu près comme moi, mais je ne lui arrive pas à la cheville. Or, elle est passée hier soir au-dessus de cette barre blanche, c'est-à-dire au-dessus de 2 mètres, 25 cm de plus que sa propre taille. Voici l'exploit de Rosemary Ackermann, en images. Rosemary Ackermann qui était déjà détentrice du record du monde avec 1,97 m, elle a 25 ans et normalement elle pourrait, avec les performances qu'elle a réalisées hier soir, aller beaucoup plus haut encore. Le panneau blanc indique numéro 20, c'est elle, Rosemary Ackermann. 200, c'est 200 cm, 2 mètres. Un ventral parfait, elle a enrobé la barre de son corps effaçant les jambes dans la chute. La barre a tenu, Rosemary folle de joie ne sait plus où aller, les photographes l'entourent à l'affût de sa surprise. Elle n'y croit pas, 2 mètres au premier essai, c'est mieux que sa médaille olympique de Montréal. Une nouvelle fois, une concentration totale, oublier la hauteur de la barre, souhaiter ne pas la toucher. Toujours plus haut. Voilà, 2 mètres. Grandeur donc pour mademoiselle Ackermann, décadence pour Daniel Morellon au championnat du monde cycliste de San Cristobal. 8 fois champion du monde, 7 en sprint et 1 fois en tandem. 3 fois champion olympique, 2 records du monde, 13 fois champion de France. Morellon était sans aucun doute le sportif français le plus titré. Il espérait terminer sa carrière en beauté. Une chute dans les repêchages l'a éliminé hier soir. C'est la fin d'un règne pour Morellon. Morellon France, Cocotte Pologne, Hatton USA. Un tour du sprint du repêchage pour les 8e de finale. Surveillez la ligne opposée. Hatton qui mène, mais l'homme dangereux qui surveille le Français, c'est le Polonais Cocotte en 3e position. Morellon est surpris par son démarrage et touche la roue arrière de son adversaire en se replaçant dans son sillage. Une chute terrible, plus de peur que de mal. La même image. Attention. « 15 minutes plus tard, les mêmes hommes, la manche est recourue, comme l'exige le règlement. Cette fois, pas de tactique pour obtenir la qualification. Prendre la tête, c'est ce que fait Morellon, et tenter de la conserver en force. Mais en force, c'est Cocotte le meilleur sur la ligne. C'est le 2e actuellement. Et c'est aussi la fin d'une prestigieuse carrière. Toujours à San Cristobal, l'Allemand de l'Est Dürpich est devenu hier soir champion du monde de poursuite individuelle. Et puis pour terminer avec tous ces lauriers, il faut savoir qu'en aviron, la France est devenue championne du monde des 4 en pointe, sans barreur, poids léger. Voilà. À Amsterdam, cela s'est passé à Amsterdam. Tandis qu'à Berlin-Est, en natation, pour le match au sommet entre les États-Unis et la République démocratique allemande, 2 records du monde viennent d'être battus, celui du 400 mètres nage libre, dont vous voyez ici les images, par l'Américain Brian Goodell en 3,51,56, ancien record 3,51,93 à Montréal. Et un autre Américain, Joe Bottom, a battu lui le record du monde du 100 mètres papillon en 54,18. L'ancien record appartenait à Mark Spitz. Fini pour le sport, place à la politique maintenant. Avec tout d'abord le discours de Jacques Chirac, prononcé hier soir devant 8 à 10 000 personnes à Périgueux. Discours au ton gaullien avec des mots et des thèmes que l'on retrouvera sans aucun doute au cours du Tour de France électoral que le président du RPR va effectuer d'ici à mars 78. Appel à l'effort, au sursaut de la nation, à la volonté, à la planification, à l'autorité.
Deux aspects essentiels à retenir dans ce discours. La situation économique d'abord. Il faut une relance économique sélective, expliquait Jacques Chirac, le redressement ne pouvant venir que d'une nouvelle volonté politique nationale. Deuxième thème, la polémique à gauche et son explication. Jacques Chirac en voit trois. 1, ce serait une fausse querelle, une sorte de cinéma. 2, les communistes veulent être les premiers à gauche. 3, la gauche ne veut pas du pouvoir. Et apparemment, le président du RPR préfère cette dernière hypothèse. Ou bien la division entre socialistes et communistes leur fait perdre les élections, ce qui, selon ce point de vue, vaudrait mieux pour eux, et d'ailleurs ils en ont l'habitude depuis longtemps. Ou bien ces divisions empêchent la formation d'un gouvernement commun et créent une situation politique confuse au sein de laquelle chaque parti tenterait de fuir ses responsabilités. Naturellement, nous entrerions dans une période d'incertitude, d'impuissance gouvernementale et probablement de désordre. Mais le refus du pouvoir de la part des communistes est loin d'être invraisemblable. La crainte du pouvoir de la part des dirigeants socialistes s'explique encore mieux. Qui donc, à la place de M. Mitterrand, lié par le programme commun tel qu'il est ou tel qu'il sera révisé, soutenu par les communistes, comme le pendu l'est par sa corde, flanqué de M. Attali et de M. Jospin, qui n'aurait pas peur d'avoir à diriger le pays dans ces conditions? Dans une interview publiée par François, Jacques Chirac affirme d'autre part que Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui s'est mis volontairement en marge de la majorité, et donc qui ne peut plus assister plutôt au sommet qui doit se réunir courant septembre à Matignon. Raymond Barre, qui a terminé son tour de France de l'emploi à Toulouse, est rentré à Paris, non sans avoir précisé ce matin à propos de l'industrie aéronautique que la France et l'Allemagne essaieront de construire un nouvel avion de transport, et cela même si les Anglais ne sont pas intéressés. Allusion au projet de l'aérospatiale de l'A200 qui pourrait être appelé à remplacer la Caravelle. Le lancement du programme de l'avion A200 pourrait intervenir l'an prochain, a précisé M. Cavaillé à Toulouse. Juste avant de grimper dans son avion pour revenir dans la capitale, le Premier ministre a réagi, entre autres, au discours de Jacques Chirac à Périgueux. Il y aura de plus en plus, dans les mois à venir, des querelles, des divisions ici ou là, des discours dans tous les sens. Alors je vous dirai ceci, il y a ceux qui font des discours, et puis il y a ceux qui sont chargés de traiter les affaires du pays et de régler les problèmes. Et laisser à ceux qui ont cette responsabilité le temps de le faire. Et par conséquent de ne pas se disperser dans des commentaires sur telle ou telle querelle ou telle division. Voilà donc pour la majorité. Regard vers la gauche maintenant avec François Mitterrand, partageant son temps entre sa maison de Latché dans les Landes, la Nièvre et son bureau de Paris. Loin de l'agitation politique de ces dernières semaines, le leader socialiste s'est peu exprimé cet été à propos de la controverse concernant l'actualisation du programme commun. Jean-Pierre Elkabbach et Noël Mamère sont allés le trouver dans sa retraite pour lui poser des questions et pour aussi recueillir ses réflexions. Après tout, je crois que j'ai beaucoup d'amis, mais si l'on appelle ainsi ceux qui vivent dans notre intimité, c'est vrai que j'en ai peu. Étant mêlé à une vie très active, si je ne me crée pas moi-même les occasions d'intérioriser ma vie et donc de prêter à la réflexion toutes ses chances, je n'y arriverai pas. Je pourrais craindre une vieillesse qui serait une réelle diminution, qui serait d'échéance, ce n'est pas fatal, et je m'efforce de vivre de telle sorte que ma vieillesse puisse me permettre jusqu'à la mort de rester très présent à la vie. Allez, viens. Ce qu'on appelle la vie parisienne, les dîners en ville, je ne sais plus ce que c'est. Je ne sais plus ce que c'est parce que
J'en ai fait le tour lorsque j'avais 30 ans, 35 ans. Je ne suis pas quelqu'un qui se précipite pour taper sur le dos de quelqu'un d'autre. C'est vrai que je n'aime pas beaucoup la facilité des fausses camaraderies, même si j'aime beaucoup les vraies. Moi, d'éducation chrétienne, je m'intéresse à la fois par goût, par tempérament et aussi par forme de culture à tout ce qui marque le choc des idées et la recherche spirituelle. Et quant à savoir où j'en suis sur ce plan, c'est mon affaire. Monsieur Mitterrand, comment les attaques de la majorité, en particulier celle de Jacques Chirac hier soir à Périgueux, vous parviennent-elles ici à Latché, quand vous êtes prisonnier de l'Alliance socialo-communiste et vous êtes victime de cette alliance? Ces attaques arrivent de façon un peu étouffée à travers la forêt des Landes et le calme des vacances. Cependant, je les prends au sérieux, puisqu'il s'agit d'un homme qui compte dans l'actuelle majorité parlementaire et qui sera au premier rang de ceux qui combattront lors des élections législatives l'Union de la gauche et particulièrement le Parti socialiste. Mais je prends ces attaques pour ce qu'elles valent. Jacques Chirac est un homme d'humeur et de tempérament. Je crois qu'il réservera beaucoup de coups, en vérité, à ses partenaires de la droite. Et c'est essentiellement le problème de cette droite très divisée qui dirige encore malheureusement les affaires du pays. C'est la façon dont cette droite dirige les affaires du pays qui m'intéresse vraiment. Est-ce que vous ne pensez pas que M. Barre est en train de devenir un adversaire plus solide pour les socialistes, un an après son installation à Matignon, alors qu'il a des méthodes différentes et peut-être un gouvernement plus uni, une image assez bonne dans l'opinion? Et c'est vrai que nous fêtons, si j'ose dire, le premier anniversaire du gouvernement Barre. Eh bien moi je pense, sans vouloir départager M. Chirac et Barre, ce n'est pas mon affaire, je pense que l'expérience de M. Barre, au bout d'un an, c'est un immense échec. Les prix seront aussi hauts, sinon plus hauts, à la fin de cette année que l'année dernière. Le chômage a pris les dimensions que vous savez, dramatiques. La production industrielle continue de stagner. Notre budget va être en grave déficit. Oui, c'est un immense échec. Et je pense qu'à partir de là, quelles que soient les qualités personnelles de M. Barre, dont je ne discute pas, ce n'est pas non plus ma compétence, ce n'est pas à en juger, ici tout au moins, je pense que M. Barre ne représentera pas, au moment des élections, une valeur très assurée pour la majorité. C'est peut-être encore trop tôt pour le dire, non? Il faut peut-être attendre la fin de l'année. Ça fait déjà longtemps qu'on nous le dit. M. Barre est depuis un an Premier ministre. Je le répète, M. Giscard d'Estaing est quand même président de la République depuis 3 ans et il contrôle ou dirige l'économie française depuis 10 ans. Il en est réduit aujourd'hui aux promesses. À chaque Conseil des ministres, on promet quelque chose aux Français. Les rapatriés, les familles, les écologistes. Eh bien, je pense qu'il aurait pu y penser plus tôt. M. Mitterrand, l'été 77 a été aussi marqué, sur le plan de la scène politique, par les dissensions de la gauche, qui a, selon M. Marchais, 70 points de divergence. Est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'était une comédie avant la réconciliation de la mi-septembre? Cet été a été surtout marqué par l'échec de la politique gouvernementale et par les difficultés des Français, beaucoup plus que par les controverses de la gauche. De toute façon, il n'est jamais bon que des alliés se combattent, de telle sorte que l'opinion publique pourrait douter de la qualité de leur union. Et je regrette les différentes agressions dont le Parti socialiste a été victime. Bien entendu, c'est une victime qui n'est pas consentante. Et de ce fait, le Parti socialiste, responsable devant l'opinion publique, et en tout cas devant des millions de Français, répond aussi clairement que possible afin que cette controverse touche à sa fin. J'emploierai un mot, ou plutôt la paraphrase d'un mot très connu: il faut savoir finir une discussion. Oui. Si, au fond, c'est mauvais pour la gauche, est-ce que ça n'a pas été bon pour le parti? Je n'ai pas dit que c'était mauvais pour la gauche à 100%. Je pense qu'il est bon qu'il y ait un débat public. Communistes et socialistes, faut-il une fois de plus le dire, ce n'est pas la même chose. Nous n'avons pas la même philosophie, ni la même idée des relations de l'État et des citoyens, des individus et de la société. Mais
que cela puisse dépasser certaines limites, alors je serais tenté de dire que, en l'occurrence, le Parti communiste a cédé plus qu'il ne convenait au souci de s'affirmer soi-même, c'est-à-dire de se présenter à la veille des élections dans une situation de compétition à l'égard des socialistes. Parce que, tout simplement, les socialistes sont devenus le premier parti de la France. Et cette recherche de l'originalité du PC pourrait aller, selon vous, jusqu'à vous oublier ou jusqu'à une certaine forme de rupture? Il est impossible de nous oublier. Nous sommes là. De plus, cela fait déjà plus de 5 ans que nous travaillons ensemble. Et les millions de Français qui votent à gauche ont un besoin immense de notre entente. Moi, je ne pense qu'à cela. Et si, bien entendu, je veille à affirmer la personnalité du Parti socialiste, je ne veux pas que cela soit au détriment de l'union de la gauche. J'espère que le Parti communiste comprendra que c'est aussi son devoir. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'alternative pour vous, quels que soient les coups que reçoit le Parti socialiste de la part de son allié? Le choix du Parti socialiste a été décidé par un congrès, répété par d'autres congrès. C'est celui de l'union de la gauche et nous n'y reviendrons pas. Mais... Bien entendu, nous ne pouvons pas décider à la place du Parti communiste de ce qu'il convient de faire pour lui-même. Mais le choix est clair. En aucune circonstance, le Parti socialiste ne traitera avec des partis conservateurs, c'est-à-dire avec quelque parti que ce soit, membre de l'actuelle majorité parlementaire. Le sommet de la mi-septembre, M. Mitterrand, sera une longue rencontre? N'en sais rien. Ce sera une négociation? Si cela ne tient qu'aux socialistes, ce sera une négociation sérieuse, mais comme il reste un certain nombre de points secondaires, cela devrait être réglé assez vite. 70 points. Quant aux problèmes importants, qui sont de l'ordre de 3 ou 4, alors je pense que quelques heures devraient suffire. Si elles ne suffisent pas, nous verrons bien. Pour vous, vous irez jusqu'au bout de cette négociation? Les socialistes feront tout pour que l'union de la gauche s'approfondisse et réussisse. Mais est-ce que vous vous prêterez à plusieurs rencontres au sommet comme ça jusqu'à la mi-décembre? Je n'en sais rien. Ou jusqu'en janvier? Novembre, décembre, janvier, oui. Je vous trouve bien pessimiste. Il n'est pas question de ne pas être en mesure d'engager l'affrontement électoral dans des délais convenables, afin de consacrer nos efforts, non pas à discuter avec les communistes ou les radicaux de gauche, mais à proposer au pays un certain nombre de solutions dans une circonstance aussi grave. Pour prendre date, sachez que Georges Marchais sera notre invité jeudi prochain sur Antenne 2 dans le journal de 20h et que M. Bergeron de Force ouvrière sera présent avec nous dans ce studio demain soir, dimanche. Pas de victimes, mais beaucoup de dégâts pour l'ambassade des États-Unis à Moscou après l'incendie, dû sans doute à un court-circuit, qui a ravagé tout le haut de l'immeuble. L'ambassadeur américain a eu des chaleurs quand même. Tous ces documents top secret, documents confidentiels, se trouvaient précisément dans les 3 derniers étages qui ont brûlé. Après avoir hésité, il a appelé les pompiers soviétiques. Et puis, spectacle étonnant, pour éteindre le feu, chaque pompier était flanqué d'un soldat américain qui l'a surveillé comme son petit frère pendant toute l'opération. C'est semble-t-il un court-circuit qui a provoqué l'incendie au dernier étage de l'ambassade, mais les pompiers russes n'ont été prévenus qu'1 heure après le début de l'incendie. Tous les diplomates américains sur place et les Marines, chargés de surveiller l'ambassade, ont essayé d'éteindre le feu eux-mêmes, sans succès. Il faut dire que les 3 derniers étages de l'ambassade sont considérés comme périmètre de sécurité, avec le bureau de l'ambassadeur et les salles réservées aux documents ultra secrets. Et c'est d'ailleurs cette partie de l'ambassade qui avait, il y a 2 mois, provoqué un petit incident entre Moscou et Washington. Les Américains accusaient les Soviétiques de recharger les batteries des micros placés dans les murs par bombardement d'ondes ultra courtes, ce qui, selon les Américains, aurait provoqué des radiations nuisibles à la santé des diplomates. Pure invention, avait alors répliqué la presse soviétique. Une commission d'experts américains est déjà en route pour Moscou, officiellement pour établir l'origine de l'incendie, sans doute aussi pour faire le tri dans ce qui reste des dossiers secrets. En Espagne, plus d'ambiguïté maintenant. Le gouvernement de M. Suarez est décidé à accélérer le processus qui doit conduire certaines régions à l'autonomie. L'un des ministres l'a confirmé hier soir en expliquant que la décision finale reviendrait au Parlement après la rédaction d'une nouvelle constitution. D'ores et déjà, on peut dire que la Catalogne, la province la plus riche et la plus développée d'Espagne, s'achemine vers ce nouveau statut. Les dernières élections au mois de juin ont donné une écrasante majorité au parti autonomiste.
Madrid, qui a engagé le dialogue avec le gouvernement catalan en exil, peut difficilement reculer maintenant. Ce sera l'aboutissement en fait d'une lutte des Catalans qui a commencé en 1939 lorsque les troupes de Franco sont entrées à Barcelone, une lutte qui a pris parfois la forme tout simplement d'une chanson. Quina presó més bonica que tenim a Barcelona. És tota grisa per fora, no és quadrada ni rodona, és una presó model a Barcelona fidel. C'est la première fois que ce poète résistant catalan peut chanter cette chanson en public. Barcelone est une prison modèle. Depuis que le gouvernement de Madrid a accepté le principe de l'autonomie de la Catalogne, la langue, la culture catalane sortent de l'ombre après avoir survécu à 37 années de dictature franquiste. Tout ce qui était catalan, basque ou galicien avait une répression plus forte que ceux qui étaient, disons, espagnols. La chanson a été interdite, a été censurée. Elle a eu toutes les sortes de répressions qu'un État peut donner à un mouvement culturel. Maintenant, actuellement encore, pour chanter, il faut avoir une permission du gouverneur de la province. Il faut passer par une censure avant, et sinon on ne chante pas. C'est-à-dire que pour nous, lutter pour l'autonomie catalane, lutter pour la culture catalane, au fond, c'est lutter pour la démocratie. La culture catalane, je crois qu'elle a resté intacte, malgré toutes les attaques que nous avons souffert, et surtout toutes les humiliations et empêchements qu'on nous a fait pendant le franquisme. Je crois que tout ça a servi encore pour stimuler beaucoup le peuple catalan. À Barcelone, la capitale de la Catalogne, tous les partis de droite ou de gauche font campagne pour le retour à l'autonomie supprimée par Franco. Les partis autonomistes ont remporté plus de 90% des suffrages aux élections de juin et la gauche est largement majoritaire. Alors le gouvernement a promis aux 7 millions de Catalans un retour progressif à l'autonomie. Il a même levé les interdits qui frappaient la littérature et la presse. Un journal en catalan qui vient d'être autorisé à paraître tire déjà à près de 70 000 exemplaires. Nous recherchons premièrement normaliser l'utilisation de notre langue. En second lieu, nous cherchons qu'avec notre journal, nous donnons aux gens l'habitude de lire en catalan et de récupérer littéralement la langue qu'ils parlent. Mais pour la Catalogne, la province la plus riche et la plus développée d'Espagne, l'avantage de l'autonomie n'est pas seulement politique et culturel. Dans un État qui centralise tous les pouvoirs à Madrid, il est aussi économique. Ici, il y a une énorme concentration de plus de 3,5 millions d'habitants dans la zone de Barcelone qui ont besoin d'assistance publique, d'urbanisme, d'une amélioration des transports, etc. Alors, nous espérons qu'une autonomie favorisera cette ordination, cette assistance publique dont on a besoin ici, en Catalogne. Aujourd'hui, chanter l'hymne catalan comme le font ses professeurs à l'université de Barcelone n'est plus un crime contre l'État espagnol. La Catalogne aura bientôt de nouveau son Parlement et son gouvernement. Et pourtant, le pouvoir central ne redonnera que du bout des doigts son autonomie à la Catalogne. Madrid a peur d'être débordé par les revendications d'autres mouvements autonomistes, surtout au Pays basque. Oui, précisément, et le Pays basque est en effervescence depuis plusieurs jours. Il y a eu pour la 8e soirée consécutive des accrochages avec la police hier soir à San-Sébastien. Les Basques ont les yeux braqués sur Marseille et plus particulièrement sur la prison des Baumettes où Miguel Ángel Apalategui, militant de l'organisation séparatiste ETA, poursuit une grève de la faim depuis le 30 juillet dernier. Il a perdu 17 kilos et son état est jugé très sérieux, dit son avocat ce soir. Vous savez que sur Antenne 2, nous avons toujours considéré que les sourds et les malentendants avaient droit à une information comme les autres. Aujourd'hui encore, comme chaque samedi, à 14h45, vous avez pu suivre une édition spéciale du journal préparée par Elisabeth Esley qui leur est consacrée.
Mais que font les enfants sourds pendant leurs vacances? Ils ont droit eux aussi de s'amuser comme leurs petits copains. Précisément depuis 15 ans, dans la Creuse, une expérience unique se renouvelle chaque été. Dans un camp de vacances, la moitié des enfants sont sourds et ils cohabitent avec des camarades qui, eux, entendent normalement. Le jeu, évidemment, facilite les premiers contacts. Emmanuel, tu réussis à discuter avec Fabrice un peu? Comment tu fais? J'ai vu des gestes qu'ils faisaient, puis j'essaie de, je sais pas, je les ai compris, certains, puis je leur parle comme ça, ou alors sinon ils lisent sur les lèvres, il faut parler doucement. Au Fieux, on redécouvre l'importance d'un geste tout simple, d'une attitude, d'un regard. Plus de la moitié des enfants qui passent leurs vacances ici sont sourds profonds ou demi-sourds. Quant aux autres, ils ont librement choisi de venir au Fieux. Au cours de l'hiver, en compagnie de leurs parents, ils ont vu un film leur présentant ce camp de vacances un peu particulier. Et rouge, rouge, rouge. C'est pas de piano rouge, je mets mieux en plein. D'accord. C'est mieux. C'est mieux, d'accord. Moi, j'ai remarqué que ce sont très souvent les enfants sourds qui se mettent vraiment à la portée des enfants qui entendent. Et il y a, en fait, très rapidement, il n'y a pas beaucoup de problèmes de communication. Parce que les enfants font un effort énorme pour parler, se faire comprendre, montrer aux enfants quelques gestes, quelques mimes. Et de leur côté, alors à ce moment-là, les enfants qui entendent sont intéressés, sont stimulés. Et petit à petit, on s'aperçoit que les enfants ont envie de parler. Et essentiellement à travers les jeux, à travers les activités, la communication se fait. Et les enfants qui entendent n'ont pas tendance à prendre davantage d'initiatives que les autres? Non, je pense même que certaines fois, les enfants qui entendent posent quelquefois, il faut davantage les stimuler que les enfants sourds. Il y en a quelques-uns même qui viennent ici depuis des années, qui connaissent un peu leur second foyer ici, ils sont tout à fait intégrés. C'est à eux, au contraire, d'intégrer les enfants qui arrivent, qui entendent, qui ne connaissent pas la région, qui ne connaissent pas la vie un peu particulière du Fieux. Et je pense que c'est eux un peu qui s'adaptent aux autres. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la musique est un passe-temps agréable pour les sourds. Si ce jeune garçon prend plaisir à gratter les cordes, c'est qu'il capte le rythme grâce aux vibrations de l'instrument. Pour les enfants sourds, dont certains sont sans famille, 3 semaines à la campagne avec des camarades qui entendent, c'est une immense bouffée d'air après 9 mois d'internat dans une école spécialisée. Quant aux 19 habitants du hameau du Fieux, ils participent à leur façon à la vie du camp. Certains ne manquent pas d'assister aux jeux organisés par les enfants et leurs moniteurs. Ceux-ci, tous bénévoles et en majorité entendants, viennent d'horizons très divers. Ils ont suivi un stage de formation à Pâques et en quelques jours, ils apprennent l'alphabet gestuel et les signes les plus courants. À la veillée, retour au plus spontané et sans doute au plus complet des modes d'expression, le mime. Les sourds y excellent, c'est avec leur corps qu'ils ont le plus de choses à dire à ceux qui entendent. Avant la météo, Bernard Pradino, nous avons reçu un télégramme à l'instant. Alors une bonne nouvelle aussi pour les sportifs français. Jacques Lafitte sur Ligier a été bon aux essais du Grand Prix automobile de Hollande à Zandvoort. Le Français partira demain en première ligne aux côtés de l'Américain Mario Andretti. Puis alors c'est une dernière nouvelle en provenance de Karachi, une dépêche qui nous indique que M. Ali Bhutto, l'ancien Premier ministre du Pakistan, qui est accusé de beaucoup de choses d'ailleurs par ses anciens amis, est accusé maintenant de corruption. Il aurait touché un pot de vin de 2 millions de dollars, selon l'ancien ministre de la Défense de M. Bhutto, pour l'achat d'avions français Mirage par le Pakistan. Bien, 2 mots de la météo. Avant de se quitter, la météo pour demain. Les orages éclateront sur les régions situées à l'est du Rhône, Jura, Vosges et Alpes. Ces orages seront forts et accompagnés de rafales de vent. Sur le reste du pays, le temps sera frais les matins. Des nuages se développeront dans la journée et quelques averses se produiront encore. Une amélioration sensible est à attendre sur les régions occidentales et sur la Bretagne en particulier.
C'est Hélène Vidac qui vous présentera le dernier journal en fin de soirée vers 23h30. Je vous retrouverai demain soir avec plaisir. Mais avant de se quitter, je vous propose d'avoir une pensée à la fois émue et admirative devant les navigateurs qui ont pris à midi heure anglaise le départ de la course autour du monde à Portsmouth. La course la plus longue et la plus difficile aussi. Des conditions de navigation extrêmement difficiles dans certaines zones. Il y a eu 4 morts lors de la précédente course. Il y a l'isolement, la durée du voyage, près de 8 mois. Bref, un exploit. 4 voiliers français sont de la course. Au total, 15 bateaux essaieront de rallier le Cap d'abord, Auckland ensuite, Rio de Janeiro et puis retour à Portsmouth dont ils sont partis ce matin au son du canon. Je vous souhaite une très belle soirée et je leur souhaite bon vent.